tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager un petit peu toutes mes astuces, motivation, organisation, histoire d'être le plus productif possible et de réussir au mieux dans les études. Bien sûr, ce que je vais vous partager, ce ne sera que mes conseils, ce qui a fonctionné pour moi, ça ne fonctionnera peut-être pas pour vous, mais j'espère en tout cas que ça pourra vous aider et vous donner quelques pistes avec des choses qui, pourquoi pas, pourraient vous correspondre. Pour cette vidéo, j'ai hésité sur la manière de procéder, mais je me suis dit que le plus efficace, ce serait sûrement de faire une vidéo face caméra où je vous parle un petit peu pour être sûre de ne rien oublier, mais de vous montrer au fur et à mesure les outils concrets que j'utilise, puisque bien évidemment, le but c'est de vous aider de façon concrète et pas du tout de parler d'outils théoriques pendant une heure, c'est absolument pas l'objectif, je souhaite au contraire vous aider de manière bien concrète. Je vais donc vous partager mes astuces pour mémoriser, mes astuces pour réviser, pour apprendre les cours, mes manières de ficher, et puis quelques conseils d'organisation aussi. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour me le signaler, à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à partager vous vos propres conseils, puisque peut-être que mes méthodes ne fonctionneront pas pour tout le monde, mais peut-être que vous avez aussi de très bons conseils à apporter aux autres. Et si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça je pourrai vous proposer à l'avenir de nouvelles vidéos. Alors, on va pas faire durer cette intro beaucoup plus longtemps, mais simplement pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo, je m'appelle Irène, j'ai 19 ans et donc je suis en études supérieures depuis 2 ans. Je suis à Sciences Po, c'est Sciences Po Paris en bachelor, en majeur économie et société, et je suis également en licence de maths, licence MIACH à Paris Inventé en Sorbonne, en 2e année aussi. Mes conseils vont donc s'appliquer principalement aux études supérieures, mais pas seulement, ils sont bien sûr applicables au lycée, et j'ai entre guillemets l'avantage de faire à la fois des sciences humaines et des sciences exactes, des sciences dures, puisque je fais aussi bien de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, que des mathématiques ou de l'informatique par exemple. Donc je vais essayer de vous proposer des méthodes qui sont applicables en fonction des matières que vous étudiez, et donc de vous proposer des outils qui seront adaptables en fonction de votre profil. Alors, il faut savoir qu'en études supérieures, la fréquence de travail est un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'elle est très variable. En période d'examen ou de rendu, on va avoir des grosses charges de travail, et à l'inverse, sur certaines périodes, ça va être vraiment notamment début de semestre, le néant, il n'y aura vraiment presque rien. Donc c'est vrai que ça nécessite aussi une forte organisation, beaucoup plus qu'au lycée, parce qu'en tout cas à la fac, à Sciences Po, en prépa par exemple ce sera un petit peu moins le cas, mais à la fac, en prépa, on est assez lâché dans la nature finalement, on organise notre temps comme bon nous semble, du moment qu'on est prêt pour les partiels finaux, et qu'on rend les quelques rendus qui peuvent être espacés sur le semestre, c'est à nous de nous organiser comme on le souhaite. Il faut savoir qu'on a environ 20 à 30 heures de cours. Alors dans mon cas, comme je suis en double diplôme, c'est un petit peu plus conséquent que la moyenne. Sinon, on va être plutôt autour d'une vingtaine d'heures pour la plupart des cursus d'études supérieures à la fac, à Sciences Po, etc. Et on va être globalement à plus ou moins l'équivalent en temps de travail à la maison, c'est-à-dire 20 heures environ par semaine. En sachant que ça va bien sûr varier. Il y a des semaines où en 5 heures tout sera fait et des semaines où en 30 heures tout ne sera pas fait. C'est vraiment très variable. Cet emploi du temps est d'autant plus particulier que sur certaines journées, ça va être des journées extrêmement chargées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir cours de 8h le matin jusqu'à 21h le soir, donc ça va être des journées extrêmement lourdes, bon, souvent avec une pause le midi, mais globalement, moi j'essaye, comme je vous expliquerai après, de les rentabiliser ces pauses-là, mais donc ça fait malgré tout des journées où on va pouvoir avoir 10, voire même parfois 12 heures de cours sur la journée, ce qui est quand même extrêmement important. Et à l'inverse, on aura certaines journées où on n'aura pas cours du tout, ou alors très peu de cours, c'est-à-dire par exemple seulement 2 heures de cours sur la journée. Le fait d'avoir ces journées décalées implique aussi une forte autodiscipline, sinon on va être tenté les jours où on n'a pas cours de se lever à midi, de ne rien faire de la journée, etc. Si on a par exemple seulement cours de 16h à 18h. Et en plus de ça, j'avais aussi un profil un petit peu particulier puisque pour le parcours civique, c'est un engagement citoyen qu'on doit avoir dans le cadre de Sciences Po, de notre bachelor. J'avais choisi de faire cet engagement les week-ends. Donc j'avais 6 heures, un week-end sur 2, d'engagement bénévole dans mon emploi du temps, 2 heures le samedi matin et 4 heures le dimanche matin. Donc c'est vrai que de rajouter ça, ça me coupait malgré tout le week-end et ça faisait que j'avais moins de temps pour travailler le week-end. Face à cet emploi du temps un petit peu particulier, je vous mettrai d'ailleurs un exemple juste ici d'un emploi du temps type que j'ai eu. J'indiquerai le semestre que je vous mets en dessous, mais voilà, globalement, sur les 4 semestres, les 2 semestres de première année et les 2 semestres de deuxième année qui sont déjà passés, j'avais un emploi du temps qui ressemblait plus ou moins à ça, à quelques différences près.
Et donc bien évidemment, ça nécessite de développer de nouvelles façons de travailler, de l'autodiscipline, de la rigueur, de la détermination, toutes ces choses-là. Et donc, je vais vous donner les points clés de mon organisation qui m'ont permis de réussir les 3 premiers semestres, puisque je n'ai pas encore les résultats du 4e, mais en tout cas de réussir très convenablement les 3 premiers semestres. Je m'excuse par avance si je regarde un petit peu sur le côté en bas, mais j'ai mon ordinateur avec mes notes et je préfère les suivre un petit peu pour être sûre de ne rien oublier et d'avoir une vidéo qui soit claire et éviter que vous vous perdiez dans mes conseils. Tout d'abord, la planification est pour moi essentielle. Comme je vous l'ai dit, la charge de travail est très inégalement répartie sur un semestre. Il va être important d'avoir conscience que à tel moment on a cette charge de travail avec tel et tel rendu, cette semaine-là on aura celui-là, et puis sur une autre semaine on aura à nouveau ça, pour pouvoir identifier les périodes de calme et à l'inverse les périodes de grosses échéances. Pour ce faire, j'ai utilisé plusieurs outils et plusieurs méthodes de planification. La première, et pour moi la plus importante, ça va être de planifier sur tout le semestre. C'est-à-dire que au fil du semestre, vous allez noter l'ensemble de vos échéances sur tout le semestre, aussitôt que vous les avez, que vous en avez connaissance. Et ça va vous permettre d'avoir une visibilité totale sur le semestre et de pouvoir identifier les semaines où même si vous avez plus de temps, quel rendu vous pouvez démarrer en avance, etc. Ensuite, pour continuer sur la planification, pour moi il est aussi important de planifier sur la semaine et aussi sur la journée. Planifier sur la semaine, ça va vous permettre d'avoir une idée de quand est-ce que vous allez faire les choses, en particulier en période d'examen, de vous dire telle matinée je vais réviser telle matière et telle autre journée, demi-journée je vais réviser telle autre matière, etc. Et d'avoir une idée globale de votre avancement vers les tâches que vous devez réaliser. Et la planification sur la journée va avoir vraiment pour objectif de fixer ce que vous allez réviser en particulier. De 10h à midi, je vais apprendre mon cours d'analyse réelle. De 14h à 15h30, je vais ficher mon cours d'histoire, les CM 12, 13, 14. De 15h30 à 19h, je vais faire des exercices de maths, je vais faire des exercices sur tel chapitre. Ça va vraiment vous permettre de borner votre journée, de vous fixer des objectifs clairs et de ne pas vous laisser déborder finalement et de faire des choses qui ne seraient pas les plus productives. Quand vous planifiez sur une journée, ça ne sert à rien de vous mettre des horaires stricts à la minute. De 9h à 9h30, je fais ça. De 9h30 à 9h45, je fais ça. De 9h45 à 10h08, je fais ça. Non, c'est absolument pas le but. C'est de vous donner des plages horaires approximatives pour vous cibler, orienter votre organisation. Mais ce n'est pas du tout que vous soyez rigidifié et bloqué par une organisation où une tâche pourrait peut-être vous prendre plus de temps que prévu initialement et à l'inverse, une autre vous en prendre moins. Donc il ne faut pas du tout que vous fixiez des bornes aussi précises, mais simplement des ordres de grandeur et surtout que vous vous disiez précisément pendant cette plage horaire ce que vous allez faire. Ensuite, quelque chose qui pour moi est très utile dans la planification sur la journée, ça va être de mettre des rappels, des alarmes, ce que vous voulez, mais d'avoir des notifications sur votre téléphone qui vont vous permettre de penser à envoyer un mail, rendre un devoir, ce genre de choses où vous avez des choses importantes à faire mais qui sont des petits détails et non que vous risquez potentiellement d'oublier. Envoyer un mail, rendre un devoir, réserver une place en bibliothèque, ou voilà, toutes ces petites choses-là, c'est vraiment important pour moi d'avoir des notifications sur des temps, par exemple le temps du midi, pour éviter de vous déranger dans des plages où vous seriez en train de travailler, mais ça va vraiment vous aider dans cette organisation. Ensuite, ce qui est aussi important dans cette organisation, ça va être de vous laisser des pauses. Vous n'allez jamais pouvoir travailler de 8h à 20h non-stop, ou en tout cas, moi, je n'en suis pas capable. Et je pense que très peu de gens en sont capables. Ça va être important de travailler de 8h à 10h, et puis de 10h à 10h30, vous allez, je ne sais pas moi, nettoyer votre cuisine, dans votre appartement, passer l'aspirateur, lancer une lessive, envoyer un mail. Toutes ces petites choses qui vont vous sortir de votre routine de travail et vous permettre de décompresser, de vous reposer, aller faire une course, aller marcher, voilà. Lire pourquoi pas un livre, enfin toutes ces petites choses qui ne vont pas être du travail mais malgré tout vont vous permettre de rester dans l'action et donc toujours motivé et dans cet élan de travail, mais tout en vous accordant des petites pauses qui vont vous permettre de revenir plus productif avec le cerveau plus reposé. Dans la même lignée, ça va être important de placer vos plages de travail importantes sur vos moments productifs. C'est-à-dire que si vous savez que vous êtes très productif de 8h à 10h et qu'à 10h vous avez un gros coup de mou, et bien vous mettez votre partie importante de 8h à 10h et vous mettez votre pause à 10h. Si jamais à 10h vous n'êtes plus productif, que vous avez pour habitude d'avoir un coup de mou, ça ne sert à rien de vous dire je travaille de 8h à 11h si vous n'êtes plus productif pendant toute la période de 10h à 11h. Il vaudra mieux utiliser vos pics de productivité et à l'inverse, vous laissez des pauses dans les moments où vous l'êtes moins.
Moi par exemple, je sais que je suis beaucoup plus efficace le matin que l'après-midi. Et donc le matin, je vais mettre beaucoup plus facilement les exercices de maths, toutes les choses qui me demandent un peu plus de travail, un peu plus de complexité. Et l'après-midi, faire des fiches, écrire des papers, ce genre de choses qui vont quand même me demander moins d'activité cérébrale que de trouver la résolution ou une démonstration de mathématiques. Ensuite, ce qui me paraît important, mais qui est quelque chose de très personnel, dans mon organisation, c'est d'utiliser tous les moments de libre. C'est-à-dire qu'un endroit particulier où souvent on ne fait rien et qui, moi, occupe une large partie de ma semaine, puisque je rentre chez mes parents tous les week-ends, est le temps de transport. Mes parents habitant à 2 heures de Paris, mais malgré tout dans la région parisienne, ce n'est que du métro RER bus. Ça reste un trajet qui est conséquent puisqu'il me prend 4 heures par semaine, mais malgré tout c'est un trajet que je ne paye pas plus que mon pass Navigo. Donc c'est un trajet que je fais toutes les semaines. Seulement il est bien évident que passant 4 heures les week-ends dans les transports et ensuite au minimum 1 heure par jour pour aller de Sciences Po à la fac, de la fac à Sciences Po, à chez moi, etc., ce qui représente donc près d'une dizaine d'heures par semaine, il est évident que si je n'utilise pas ces moments de transport, ça fait quand même un volume d'heures colossal de perdu. Donc je vais utiliser ces moments-là pour justement faire la planification, envoyer des mails, relire un cours, avancer dans des lectures aussi, on a pas mal de livres à lire, des choses comme ça. Je peux tout à fait lire mon livre et le ficher pendant que je suis dans les transports. Ça va être toutes ces petites choses-là qui vont me faire gagner énormément de temps. De même, le midi en général, je mange en moins d'un quart d'heure et ensuite j'utilise l'heure, les 2 heures, le temps qu'il me reste, souvent entre 45 minutes et 2 heures, pour aller à la bibliothèque ou pour m'installer dans une salle et travailler. Mine de rien, sur la semaine, si j'arrive à utiliser ce temps-là, je peux gagner 5-6 heures sur une semaine. Et c'est quand même quelque chose que je trouve colossal puisque ça me permet de dégager du temps sur le week-end, sur des moments de loisirs, en famille, et en tout cas des moments de qualité que je pourrais apprécier, à l'inverse de le midi, passer 35 minutes à manger, mais au final ne pas tirer grand-chose de ce moment-là. Et enfin, le dernier point que je voudrais aborder pour cette partie de mon organisation, c'est que je me suis imposé une certaine autodiscipline. C'est-à-dire que si j'ai prévu quelque chose, je le commence, toujours. Même si je n'ai pas envie, même si c'est difficile, même si je ne suis pas motivée, je m'impose de le faire. Mais par contre, ce que je m'autorise à faire, c'est que si au bout de 20 minutes de travail, que ce soit faire du sport, que ce soit travailler, que ce soit n'importe quelle tâche finalement, si au bout de 20 minutes je vois que c'est trop dur, parce que je ne suis pas dans un bon jour, parce que je suis fatiguée, je m'autorise à arrêter cette tâche et à en faire une autre à la place. Mais je m'impose de toujours la commencer. Et en général, c'est ça qui est le plus dur en fait, c'est de se mettre en action et de commencer. Et au bout de 20 minutes, une fois que je suis bien lancée, je n'ai aucun problème à travailler. J'avais vu ça dans une vidéo, je ne sais plus qui disait ça, une créatrice de contenu, lifestyle, études, etc., qui justement disait ça, je ne sais plus du tout qui c'était. Et j'avais trouvé ça extrêmement pertinent de se rendre compte qu'en réalité, si on s'impose le fait psychologiquement de se dire je travaille 20 minutes et si je n'ai pas envie, je peux m'arrêter, ça ouvre une porte de sortie, donc ça rend les choses plus faciles. Et en même temps, au bout de 20 minutes, très souvent, on va dire 95% du temps, je me rends compte qu'en fait, c'était juste la mise au travail qui était compliquée et qu'il n'y aura aucun souci pour que je continue par la suite. Maintenant que je vous ai exposé un petit peu mon organisation générale, je vais m'attarder un petit peu sur les différentes matières que je travaille principalement et vous donner les quelques clés que j'utilise par matière pour travailler de manière la plus efficace possible. Pour ce qui est des sciences humaines, donc ce qui va être de l'histoire, de la sociologie, de la science politique, ce genre de matière, je vais taper tous mes cours à l'ordinateur et ensuite les ficher par ordinateur. Je les synthétise juste après le cours, enfin, juste après ou dans la semaine qui suit. Je fais une fiche de 2 pages maximum, Word, en taille 11, la police, calibri, enfin vraiment basique pour avoir le condensé du cours avec ce qui me paraît sur le moment essentiel. Ensuite, au moment des examens, je vais de nouveau ficher ces fiches-là et je vais le faire tenir sur une page. Et ça me permettra, comme ça, d'avoir vraiment une feuille parcours à apprendre avec le contenu essentiel, les définitions, les choses sur lesquelles je ne suis pas à l'aise. Pour ces fiches-là, puisque finalement c'est principalement des matières qui se travaillent en examen final, donc je vais donc faire des fiches pour tout ça, je vais appuyer encore mon travail de fichage avec des fiches particulières, c'est-à-dire des fiches qui vont être thématiques en fonction des thèmes abordés, des fiches pour les dates, des fiches pour les auteurs, des fiches pour les définitions, des fiches pour les concepts, enfin vraiment essayer d'avoir des fiches qui résument tout et de manière très organisée. J'apprends beaucoup en fait en recopiant, et donc le fait de recopier des fiches, de d'écrire ensuite à la main cette dernière partie de fichage, de reficher mes fiches à la main, de noter les définitions, de noter les auteurs, les dates, les concepts, etc. Ça va me permettre de beaucoup mieux les retenir. Et puis 2 choses que j'aime bien faire ensuite pour terminer la préparation de l'examen, ça va être de
comme le plus souvent ce sont des examens à dissertation, de faire des plans, essayer d'imaginer les questions qui pourraient tomber et faire des plans associés. Et ensuite également de regarder des vidéos, des reportages, de lire quelques articles en lien avec le cours pour pouvoir approfondir, notamment le soir. Je prends un peu plus le temps de manger, souvent je m'accorde quasiment 1 heure. Et j'en profite pour regarder justement ces reportages sur Arte, notamment il y en a beaucoup, mais pourquoi pas, je regarde pas mal de secrets d'histoire, je regarde aussi simplement des vidéos pour le brevet, notamment en histoire, que je trouve très pertinentes, ou des vidéos de sociologie, taper le sujet dans la barre de recherche YouTube, etc. Et on peut trouver vraiment des très bonnes choses. Donc j'utilise beaucoup cet aspect-là pour m'approprier de manière ludique toutes les autres notions qu'on a pu voir en cours. Concernant l'informatique, c'est un petit peu différent puisque c'est une matière qui ne se travaille pas du tout de la même façon. On a des cours magistraux, donc là je vais simplement les ficher une seule fois. J'apprendrai mes fiches avec notamment les formules, les fonctions à utiliser, etc. Et simplement ensuite je ferai des exercices de TD qu'on a pu faire, je les referai avant l'examen. Et je ferai aussi les sujets des années précédentes. En général, je m'en sors plutôt bien, donc ça me suffit en termes de charge de travail. Et enfin, pour deux matières, alors deux pôles de matières qui peuvent sembler un petit peu différents, mais qui en réalité je les regroupe ensemble, ça va être ma méthode de travail pour les mathématiques et pour l'économie. En réalité, ce sont des matières qui sont des matières à formules, donc je vais ficher mon cours, apprendre les formules, faire des fiches dans lesquelles il y aura les théorèmes, les grands résultats, les démonstrations à apprendre, etc. Et ensuite, sur la base de ça, je referai les exos de TD qu'on a pu voir ainsi que les sujets des années précédentes pour m'entraîner et vérifier que je maîtrise bien tous les mécanismes et tous les automatismes qu'on a pu travailler, toutes les méthodes de résolution, puisqu'en réalité ce sont toujours les mêmes. Si on nous demande par exemple, je ne sais pas, d'étudier la différentiabilité d'une fonction, la méthode sera toujours la même. Si on nous demande d'étudier le surplus du consommateur, la méthode sera également toujours la même. Enfin voilà, on aura vraiment des méthodologies à acquérir que je vais acquérir en refaisant les exercices de TD et pourquoi pas en allant aussi chercher quelques exercices sur internet en plus pour continuer d'approfondir et éventuellement si je ne comprends pas des vidéos aussi. Il y a plein de chaînes YouTube qui expliquent, que ce soit l'économie, les maths, mais même l'informatique également, qui expliquent toutes les choses essentielles et toutes les thématiques finalement qu'on va pouvoir aborder dans le cours de manière très claire, relativement synthétique et avec des exemples qui permettent de tout bien comprendre. Pour cette partie de la vidéo, maintenant que je vous ai expliqué tout ça de manière un petit peu théorique, je voulais vous montrer de manière plus pratique du coup les outils que j'utilise pour que vous puissiez éventuellement vous aussi vous en servir si jamais ça peut vous être utile. Alors c'est pas vraiment idéal mais j'espère que vous verrez pas trop mal. Donc la première chose que j'utilise c'est un planning, alors vous voyez qu'à moitié, c'est un planning trimestriel sur mon ordinateur. C'est-à-dire que, hop, si je le mets, voilà, je vais écrire voilà, sur le trimestre toutes mes échéances que je vais avoir. En faisant des codes, par exemple, je mets un alinéa pour tout ce qui est rendu, je ne mets pas d'alinéa pour tout ce qui est contrôle, je mets en vert tout ce qui va être déjà fait, je mets en jaune ce que j'ai commencé, que ce soit de commencer des rendus ou commencer des révisions. Et comme ça va me permettre au premier coup d'œil de voir directement les périodes où je vais avoir beaucoup d'échéances, les périodes de trous, et de pouvoir avancer sur le semestre, notamment sur tous mes rendus, pouvoir essayer de les faire le plus rapidement possible pour avoir pas trop de choses, puisque souvent quand on peut le voir là, en fin de semestre, il y a beaucoup de contrôle. Pareil en milieu de semestre. Donc forcément, si je peux avoir anticipé et avancé un petit peu, c'est toujours agréable. Donc ça, c'est le premier outil principal que j'utilise. Le deuxième outil que j'utilise beaucoup, c'est Google Agenda. Je trouve ça super pratique parce que ça me permet... Alors déjà, j'ai pu synchroniser avec mes cours. Donc je vois tous mes cours apparaître. En rose, comme ça, c'est tous mes cours que je vais avoir à Sciences Po. Et en bleu, c'est tous les cours que j'ai à la fac. Et ça me permet du coup de les avoir en permanence. Quand j'ai des changements de salle, quand j'ai des cours qui sautent, qui sont déplacés, etc., je le vois directement dessus aussi. Et ça me permet d'avoir le planning de mes parents. Donc d'avoir, par exemple, là je sais que voilà, j'étais en sortie avec mon frère, là on allait chez mes grands-parents, voilà, je sais que tel jour mes parents sont pris, etc. Et donc ça me permet moi aussi de m'organiser par rapport à eux sur la semaine. Et puis ça me permet de noter toutes les autres choses que j'ai. Par exemple, si j'avais un oral en visio, un oral blanc pour Sciences Po, ici il fallait que j'envoie un mail, ici j'avais un DST en plus par rapport à l'habitude, ici je note les vidéos que je publie chaque semaine avec le thème de la vidéo pour que je puisse voir d'une semaine à l'autre, là je donnais mon sang, là j'avais à nouveau une visio en oral, là j'avais une réunion en visio, là j'avais à nouveau une visio d'oral et là j'avais une vidéo à monter, enfin voilà, ça me permet vraiment d'avoir tout le plus détaillé possible et d'être certaine de rien oublier. Je note aussi tout ce qui est DST, par exemple là j'avais un DST donc c'est pour ça que j'ai deux choses là
au même créneau et ça me permet aussi, oula, oups, j'ai envie de rajouter un élément, ça me permet aussi de voir du coup sur la semaine si jamais j'ai des choses importantes. Et c'est vrai que c'est super pratique puisque c'est accessible depuis partout, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. J'ai juste à avoir un réseau internet et j'ai accès à tout en permanence, donc c'est vraiment très pratique pour ça. Et puis sur des périodes un peu plus larges, ça me permet aussi de planifier des périodes de travail. Par exemple, hop, voilà, là on commence à voir que j'ai commencé à planifier mes sessions de révision et c'est encore plus vrai, je crois, sur les semaines suivantes. Voilà, où là j'avais planifié mes révisions, où j'avais mis que, par exemple, là le matin, j'avais visé l'analyse et l'après-midi, la consommation, là l'analyse, l'histoire, etc. Et ça me permet comme ça de planifier aussi un petit peu mes révisions. Ensuite, un outil dont je vous ai déjà parlé, c'est les alarmes sur le téléphone qui, moi, sont vraiment très utiles au quotidien pour ne rien oublier. Et bien évidemment, puisque je vous ai dit que je faisais beaucoup d'exercices, etc., d'avoir toujours des feuilles blanches et du brouillon pour pouvoir faire autant d'exercices que je veux, avoir toujours du papier sous la main. D'autant plus que pour les maths, je prends tous mes cours en version papier, puisque c'est très compliqué, à moins d'avoir une tablette, de prendre des cours de maths en version numérique. Et la dernière chose que j'utilise pour mon organisation, c'est l'application de Microsoft OneNote. Hop, je sais pas si voilà, c'est ça le logo si jamais vous voulez chercher. Et donc en fait, c'est un sorte de classeur virtuel. Et donc voilà, là j'ai tous les cours que j'ai créés par exemple, avec du coup j'ai tous mes cours depuis le début de la première année. Par exemple, là j'avais mon cours Sciences et Société, j'ai une partie CM, une partie TD. Alors un cours, voilà, par exemple, Histoire, TD. Donc en fait, il y a les intercalaires. Par exemple, là, je suis sur l'intercalaire du TD d'Histoire. Et sur le côté, il y a des chapitres à l'intérieur de chaque intercalaire. Donc, j'ai réparti, par exemple, là, de TD1 à TD12, puisqu'on a 12 semaines de cours et donc 12 TD d'Histoire. Et j'ai aussi laissé un peu de place, notamment au début, là, pour prendre des notes supplémentaires sur notamment mes lectures en prévision des exposés. Voilà, comme vous pouvez voir, j'avais fait pas mal de lectures. Et aussi là, une partie vraiment pour des lectures dont on devait rendre des comptes rendus, où du coup j'écrivais mes notes pour les comptes rendus de lecture. Et j'ai ça pour vraiment tous les cours à chaque fois, donc 12 CM, avec plus ou moins de notes en fonction des CM, voilà, mais des fois des captures d'écran par exemple, comme ici. Enfin, je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, des captures d'écran du cours, puisque parfois c'est plus pratique. Enfin, vraiment, c'est génial, OneNote, on peut écrire, dessiner, copier-coller, et surtout, on peut se positionner n'importe où pour écrire, voilà, par exemple, là j'ai tapé quelque chose, à n'importe quel endroit, sans avoir besoin des lignes, etc. Donc c'est vraiment super pratique, je trouve, pour organiser. D'autant plus que c'est également du coup en version partagée, c'est quelque chose de collaboratif. Donc j'ai également l'application sur mon téléphone. Et par exemple, si je veux prendre des notes pour un livre que je lis dans les transports, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux prendre des notes sur OneNote. Et comme ça, dès que je serai sur mon ordinateur, j'aurai accès également à toutes mes notes. Et donc je pourrai travailler sur ordinateur également. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir cette flexibilité. Voilà un petit peu pour les outils que j'utilise. Et je vais essayer de vous reprendre dans une position un petit peu plus normale pour terminer cette vidéo. Et je vous reprends en face caméra pour la fin de cette vidéo où je vais vous donner mes petites clés pour rester toujours motivé. En réalité, ce n'est pas évident, il y a bien sûr des jours où vous ne serez pas motivé, peu importe ce que vous ferez, ce sera comme ça. Déjà de l'accepter, je trouve que ça rend la chose plus facile et ça évite de se construire en ennemi de soi-même, ça permet vraiment de vivre la situation de manière plus agréable. Mais il y a malgré tout des petites astuces pour essayer de rester motivé. Tout d'abord, c'est de savoir pourquoi on travaille. Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce qu'on a envie de faire et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire? Peut-être que ce n'est pas par plaisir, mais peut-être que ça va être parce que vous êtes curieux, parce que vous aimez apprendre, parce que vous souhaitez avoir tel métier, parce que vous souhaitez avoir tel salaire, parce que vous souhaitez rendre fiers vos parents ou vous-même, parce que vous souhaitez avoir tel master, parce que vous souhaitez comprendre le monde, parce que vous avez, au contraire, parce que ça vous plaît tout simplement. Toutes ces choses-là vont être des sources de motivation et le fait de les identifier, ça va vraiment vous servir. Et même lorsque vous n'aurez pas envie de faire quelque chose, vous vous direz certes, je n'ai pas envie de le faire, mais mon objectif est celui-là. Et pour l'atteindre, je sais que je dois passer par là. Et je trouve que c'est quand même très motivant et que ça aide beaucoup dans les moments difficiles d'avoir identifié les grands objectifs ainsi que des sous-objectifs. C'est-à-dire que si mon objectif c'est d'avoir un bon master, très bien. Alors, avoir un bon master c'est une chose, mais donc mon objectif, ça va être d'avoir la meilleure note possible en examen de telle matière à mon semestre pour ensuite que cette bonne note soit prise en compte dans l'examen des masters, mais avant tout ce sera donc d'avoir une bonne note à court terme et donc il faut forcément aujourd'hui que je travaille mon examen de maths. Le fait sinon d'avoir de trop vagues objectifs, ça va vous perdre et ça va surtout diminuer la pertinence de vos arguments de motivation. Et
je voulais aussi vous partager quelque chose qui moi personnellement me parle beaucoup. C'est que je me suis dit qu'en réalité on n'avait qu'une vie. Alors certes on n'a qu'une vie, on peut le prendre de plusieurs manières. On peut le prendre de la manière je ne fais pas ce qui ne me plaît pas et tant pis, je m'éclate, je fais une vie de festoiement, je fais une vie de débauche, etc. Ça peut être une vision. Mais moi j'ai pas du tout celle-là. Moi ma vision c'est de me dire on n'a qu'une vie. Et si je ne le fais pas maintenant, il y a deux possibilités. Si je ne travaille pas maintenant, soit je ne le ferai jamais. Et dans ce cas-là, je n'atteindrai pas mes objectifs. Alors que comme on n'a qu'une vie, je souhaite grandement les atteindre. Ou alors, comme je souhaite atteindre mes objectifs, je le ferai, mais je le ferai plus tard. Et donc en fait, je n'aurai que perdu du temps et ça ne m'aura avancé à rien si ce n'est à perdre du temps dans cette vie que je ne pourrai finalement pas revivre une deuxième fois. Donc moi c'est vrai qu'avoir cette idée là en tête, même si alors ça peut paraître un petit peu froid, un petit peu radical ou je ne sais quoi, mais moi c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup, de me dire qu'en fait si je ne le fais pas maintenant, soit je ne le ferai jamais et je serai déçue de ne jamais l'avoir fait, soit simplement j'aurais juste perdu du temps. Alors finalement autant m'y mettre maintenant avec les bons outils, les bonnes méthodes, et finalement je suis sûre que tout se passera bien et que je serai super contente à la fin et super fière de moi. Et je pense qu'être fière de soi, c'est vraiment la plus belle chose qui soit et la plus grande clé dans la motivation et l'organisation. Je vais m'arrêter là sur cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé et qu'elle a pu vous donner quelques pistes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'élément de la vidéo qui vous a le plus parlé, que ce soit le conseil, l'outil, etc. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je dirai ça avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo.